frustration de ne pas comprendre le japonais, de ne pas aller assez vite, de ne pas pouvoir parler, produire par moi-même. Camillette m'a posé une question sur Discord, elle m'a dit « Obi, est-ce que tu as eu des difficultés pour apprendre le japonais et surtout, comment as-tu fait pour les surmonter, pour vous débloquer et progresser si vous aussi vous rencontrez les mêmes ?» La première difficulté que j'ai eue avec le japonais, c'est la sensation de ne pas comprendre. En fait, le premier manuel que j'ai fait, je ne m'étais pas posé la question plus que ça de comment apprendre le japonais sur le long terme. Je me suis dit, déjà, il faut commencer quelque part. Donc, on prend un manuel, on le fait. Et je me suis retrouvé, en fait, face à plein de questions. C'est-à-dire que le manuel, il m'introduisait plein de notions, mais finalement, de manière assez superficielle, dans le sens où c'était beaucoup. Cette expression en japonais se dit comme ça. Et il y avait plein de choses que je ne comprenais pas, en fait. J'avais vu à travers diverses ressources, par exemple, le rôle des particules, et j'avais vu que, par exemple, ga indiquait le sujet. Et par exemple, je me retrouvais dans le manuel à des phrases comme kohi ga suki desu, et la traduction c'était j'aime le café. Et ben là, du coup, je faisais face à un problème de taille, c'est que j'aime le café en français, le café c'est l'objet, le sujet c'est je. Alors pourquoi en japonais il n'y a pas de je dans la phrase et le café prend la particule ga et non pas o? Vous voyez, c'est plein de choses comme ça que le manuel, en fait, généralement, explique très très mal parce qu'il se concentre sur vous apprendre des notions le plus rapidement possible en passant par la traduction française plutôt que par l'explication profonde de ce qui se passe au niveau du japonais. Et j'étais face vraiment à beaucoup en fait de difficultés à ce niveau-là. Ça, c'était vraiment ma première très grosse difficulté, c'était de ne pas comprendre. J'avais beau faire le manuel, j'avais beau voir de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Pendant longtemps, pour moi, le japonais, c'était une langue, en fait, assez illogique, finalement, qui était remplie d'exceptions, et c'était un petit peu mystérieux. Je ne comprenais pas comment vraiment faire de sens avec tout ça, et c'était assez difficile, parce que du coup, je voyais comment est-ce qu'on disait certaines choses, mais je ne comprenais pas pourquoi, et personnellement, c'était source de beaucoup de frustration. Si vous avez un esprit un petit peu analytique qui aime bien comprendre ce que vous dites, plutôt que juste savoir dire « j'aime le café, ça se dit comme ça », comprendre pourquoi est-ce que ça se dit comme ça, eh bien, ça peut poser pas mal de soucis. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Je ne comprenais pas pourquoi le japonais fonctionnait comme ceci. Et du coup, dès que je voyais des nouvelles notions de japonais, j'avais l'impression de tout devoir apprendre par cœur depuis le départ, un petit peu bêtement, et de me dire, apprendre que ça, c'est ça, et sans vraiment comprendre pourquoi. Et du coup, ça faisait à chaque fois, à chaque leçon, devoir réapprendre beaucoup de choses sans forcément faire en lien avec les leçons que j'avais vues précédemment. Et ça, ces difficultés, comment est-ce que je les surmontais? C'est tout simplement en faisant des recherches complémentaires sur Internet. Alors dans un premier temps, ça ne m'a pas vraiment aidé à surmonter parce que j'avais juste plus d'exemples, donc j'avais juste l'impression de un petit peu mieux comprendre, mais pas forcément non plus d'aller au fond des choses. Et là, le déclic moi, que j'ai eu, c'est vraiment quand je suis tombé sur la chaîne de Kyodori Sensei qui avait une approche qu'elle appelle le japonais organique, où elle explique en fait le japonais tel qu'il marche réellement et non pas seulement en fait en apportant une traduction. C'est-à-dire qu'elle va expliquer réellement pourquoi est-ce qu'on dit kohi ga suki desu. Elle va expliquer ce que ski est réellement, c'est-à-dire que ce n'est pas en verbe, que c'est en fait en nom, qu'on appelle en adjectif nominal ou en adjectif en a, et que du coup, littéralement, quand on dit kohi ga skida, on dit le café est appréciable, on ne dit pas j'aime le café, qu'on passe par ce qu'on appelle un pronom zéro en japonais. Bref, en fait, plein de notions qui m'ont permis de me rendre compte à quel point le japonais était en fait une langue logique. C'est incroyable à quel point le japonais est logique et qu'il y a beaucoup moins d'exceptions que ce que je croyais au départ. Donc là, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, tous ces meilleurs conseils, je les ai compilés dans une masterclass gratuite. Je vous la laisse dans la description, dans les notes de ce podcast. Vous pouvez y accéder. C'est la masterclass Les fondations non enseignées du japonais, qui n'était pas enseignée dans mes manuels, qui n'était pas enseignée sur les sites classiques que j'ai consommés sur Internet et qui était en fait enseignée par Kyodori principalement. Et ça a été le premier déclic. C'était comprendre comment le japonais fonctionnait, comprendre que le japonais était une langue en fait logique. Et ça m'a aidé parce que toutes les notions que j'ai vues par la suite, j'ai pu les rattacher à des notions que j'avais vues avant. Et ce qui fait que l'apprentissage de nouvelles notions est largement facilité. Vous comprenez enfin pourquoi le japonais marche comme ça et ça facilite vraiment votre apprentissage. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment débloqué. Il y a vraiment eu un avant et un après Kyodori dans mon apprentissage du japonais. La deuxième grosse difficulté que j'ai eue dans mon apprentissage du japonais, c'est la sensation de ne pas aller assez vite. Tous les jours, je voyais les japonais. Tous les jours, j'apprenais de nouveaux points de grammaire, de nouveaux mots de vocabulaire. Mais pourtant, j'avais l'impression de toujours ne pas aller assez vite. Mon but, c'était plus que d'apprendre le japonais, c'était de parler le japonais. Apprendre le japonais, ça n'a jamais été pour moi le but en soi. Du moins, au début de mon apprentissage. À la base, j'ai commencé à apprendre le japonais, non pas parce que je me suis dit, apprendre le japonais, ça doit être cool. Je me suis dit, je vais apprendre le japonais parce que j'ai envie de parler japonais. J'ai envie de comprendre le japonais. C'est pour ça que j'ai commencé mon apprentissage à la base du japonais. Et même si tous les jours j'apprenais le japonais, j'avais l'impression que j'avançais pas vraiment vers mon objectif en fait de
parler japonais, où j'avais l'impression que plus j'en apprenais en fait, et plus l'objectif me semblait lointain. J'avais beau voir des nouvelles notions tous les jours, j'avais du mal à me rappeler, ça avait du mal à venir de manière instinctive, même si je les comprenais. J'avais du mal, en fait, une fois que je regardais des vraies phrases, par exemple, sur Internet, ce genre de choses, à les comprendre. C'est-à-dire que le manuel, ça allait, mais dès que je sortais un tout petit peu du manuel, il n'y avait plus rien, et j'avais vraiment l'impression de ne pas avancer. Je me suis dit, à ce rythme-là, je ne vais jamais réussir à parler japonais, c'est pas possible. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je regardais les cours de Curedoli. Donc au moins, même si j'avais l'impression de ne pas forcément aller assez vite, j'avais l'impression quand même de progresser légèrement, c'est-à-dire de comprendre des choses que j'avais juste vues au préalable. Et à un moment, Curedoli parle d'une méthode qui s'appelle l'immersion. Et elle disait qu'elle avait beau donner toutes les explications du monde, il n'y a rien qui pourrait remplacer l'expérience dans une langue. Et c'est là où ça m'a permis de faire des connexions avec l'anglais, sur comment est-ce que j'avais appris à parler anglais. Et c'est vrai que j'ai jamais appris à parler anglais réellement à travers les cours qu'on avait au collège ou au lycée. En fait, j'étais assez mauvais élève en anglais au collège jusqu'au début lycée. Et au début lycée, ça a changé. Je suis devenu un des meilleurs élèves et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a changé? Et la vérité, c'est qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, j'étais à fond sur la scène compétitive Pokémon. Je sais que ça peut surprendre. C'était ma cam, c'était la strat Pokémon. Shodan, tout ça, c'était vraiment mon délire pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, il y avait très très peu de contenu en français en fait. Il y avait peut-être une ou deux personnes qui faisaient du contenu en français là-dessus, sur le Pokémon stratégique. Et ça fait que j'ai très vite fait le tour en fait de toutes les vidéos YouTube stratégiques Pokémon. Du coup, j'ai voulu me tourner vers plus de contenu et la solution qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, sans le savoir, c'était l'immersion entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai regardé des vidéos en anglais qui parlaient de Pokémon, tu vois, dans le sujet qui m'intéressait. Je les regardais pas pour l'anglais, je les regardais pour le contenu. Et c'est vrai qu'au départ, je ne comprenais pas grand-chose, mais très très vite, j'ai commencé à comprendre pas mal de choses et je suis passé dans des pires élèves de ma classe en anglais à l'un des meilleurs. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que je faisais l'immersion. C'est-à-dire que je regardais du contenu qui me plaisait dans une langue, non pas forcément pour la langue, mais pour le contenu en lui-même et que naturellement, ça a mené à des progrès. Et du coup, cette solution m'est venue un petit peu comme évidente, c'est-à-dire que de reproduire ce que j'avais fait pour l'anglais, avec le japonais. Je me suis penché un petit peu sur cette méthode d'immersion. Je suis tombé notamment sur Man vs Japan qui lui était spécialisé, on va dire, là-dedans. Et j'ai commencé à faire moi-même de l'immersion en japonais. Et là, ça a été vraiment le jour et la nuit. En fait, quand vous commencez à faire de l'immersion en japonais, votre vitesse de progression, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu comme si vous aviez l'habitude de marcher et que tout d'un coup, vous découvrez la voiture. Et vous vous rendez compte que vous pouvez en le même temps faire des distances qui n'ont rien à voir. C'est vraiment exceptionnel. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec un élève qui me disait que pareil, en fait, lui, il était choqué du progrès qu'il a fait en si peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est passé par l'immersion. Et c'est vrai que j'aime pas dire que l'immersion, c'est magique, parce que en fait, c'est un phénomène qui est bien connu et c'est reproduisible. Donc, c'est des phénomènes qui sont connus, qui sont observés. Donc, c'est pas magique en soi, mais la sensation qu'on a en tant qu'apprenant quand on passe par l'immersion, c'est vraiment magique. C'est-à-dire que ça va mener à des progrès qui sont inimaginables. C'est vraiment des progrès qui sont extrêmement rapides. Ça a été vraiment ce qui m'a débloqué de ma frustration de ne pas progresser suffisamment rapidement avec les manuels, c'était de faire de l'immersion. Et là, l'immersion, notamment vos 3 à 6 premiers mois d'immersion, vous allez faire des progrès qui sont tellement rapides que ça vous procure un boost de dopamine. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, l'immersion, ça a été moi ce qui m'a débloqué au niveau de ma frustration de ne pas aller assez vite. J'en reparlerai d'ailleurs dans la partie 2 de ce podcast. J'en ferai un épisode à part qui seront mes difficultés en immersion parce que pour moi, l'apprentissage japonais, il y a vraiment 2 phases qui sont extrêmement distinctes. Il y a la phase d'introduction où vous apprenez les bases du japonais et il y a la phase d'immersion qui est vraiment un apprentissage à part, un style d'apprentissage à part avec ses difficultés propres. Il y a des difficultés, il y en a beaucoup, même, on y reviendra plus tard. Avant ça, la troisième difficulté que j'ai eue dans mon apprentissage, on va dire un petit peu plus classique du japonais, ça a été la frustration de ne pas pouvoir parler le japonais. C'est-à-dire que tous les jours j'étudiais le japonais, j'avais commencé mon immersion, donc je commençais à pas mal comprendre du japonais, alors même si c'était pas du japonais très complexe, mais à pas mal comprendre des choses de la vie de tous les jours en japonais. Mais quand j'essayais de parler moi-même, il n'y avait rien. Incapable. Alors, je pouvais bricoler 2-3 trucs, mais je pouvais pas du tout parler. Et ça, au départ, c'était une source de frustration pour moi parce que je me suis dit, si ça se trouve, en fait, je vais jamais être capable de parler japonais à ce rythme-là. Et c'est vrai que à ce moment-là, toujours dans ma quête de l'apprentissage par immersion, j'ai fouillé un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent, que en fait, la production, c'est quelque chose qui arrive plus tard dans votre apprentissage japonais. Et ça, donc, cette difficulté, comment je l'ai surmontée, c'est que j'ai tout simplement accepté ce fait-là, qu'on ne peut pas produire des choses avant d'avoir eu beaucoup d'input. Que la source pour faire beaucoup de production, c'est d'avoir déjà eu beaucoup d'input. Essayez de le voir avec les autres choses que vous avez appris dans la vie, mais avant de produire vous-même des choses,
généralement, il faut avoir fait beaucoup d'input. Par exemple, j'avais lu un livre qui est assez connu dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est le mémoire de Stephen King, qui disait comment est-ce qu'il avait réussi à être un auteur aussi prolifique dans sa carrière. Et il disait qu'un de ses secrets, c'était d'avoir énormément d'input, en fait. Quelque chose qu'il faisait, certes, il écrivait tous les jours, mais ce qu'il avait fait avant ça et ce qu'il continuait de faire, surtout, c'était de lire tous les jours, de lire énormément. Et ça, il le faisait dans sa langue native. Parce que le secret de tout output de qualité, c'est avant tout beaucoup d'input. Et du coup, je m'en suis rendu compte à ce moment-là et je l'ai juste accepté. Et comment est-ce que j'ai vaincu cette frustration de ne pas pouvoir produire? C'est tout simplement, je me suis dit, je suis pas encore au stade où il fallait produire, tout simplement. Finalement, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Je me suis concentré sur l'input. Et au moment où je me suis dit, allez, ça y est, c'est parti pour l'output, eh bien, très honnêtement, j'étais meilleur que quasiment tous les gens qui étaient autour de moi dans l'événement auquel je suis allé. Alors, j'étais encore pas très bon parce que les premières fois que vous produisez, forcément, vous serez pas bon, tu vois, c'est naturel. Mais j'étais étonnamment confiant et étonnamment compétent, en fait. Pour quelqu'un qui n'avait jamais parlé, en fait, quand je disais non, aujourd'hui, c'est la première fois que je parle japonais, les gens, franchement, étaient choqués parce que même si c'était pas parfait, encore une fois, c'était largement suffisant. Et à partir de là, j'ai fait que progresser. Et c'est vrai que vous rentrez à partir du moment où vous produisez dans une phase qu'on appelle d'activation et qui n'est possible que si vous avez fait beaucoup de input auparavant. Ça peut dépendre un petit peu de votre personnalité. Si vous avez une personnalité qui, de base, vous voulez absolument produire, vous pouvez le faire plus tôt. Mais moi, si vous voulez, c'est pas que je voulais absolument produire, c'est que je pensais que produire était la clé pour apprendre la langue. Parce qu'il y a ce conseil un petit peu naïf qui est souvent donné, qui est comment apprendre une langue. Parler. Un conseil qui est souvent donné, que j'ai cru pendant longtemps, et du coup, j'avais la frustration de ne pas réussir à parler. Et en fait, moi, ce qui a changé, c'est juste de changer mon paradigme, de voir que parler, ce n'est pas la solution, c'est un outil qu'on peut implémenter si c'est une source de motivation, mais si ce n'est pas le cas, autant attendre, autant se concentrer sur l'input, et par la suite, une fois qu'on aura plus de niveau, se concentrer à faire une phase effectivement d'output progressive en temps et en heure, mais vous pouvez attendre avant de la faire, et c'est ce que j'ai fait, et c'est comme ça que j'ai vaincu cette frustration personnellement. Et la dernière grosse difficulté que j'ai eue dans mon apprentissage classique, avant de passer vers un apprentissage vraiment vers immersion, ça a été les kanji. Les kanji, pour moi, ça a vraiment été ma bête noire en début d'apprentissage, parce que quand j'avais commencé en gros l'immersion, vous vous retrouvez avec beaucoup de japonais qui sortent du manuel, et du coup avec beaucoup de kanji. Que dans les manuels, généralement, vous n'avez pas tant de kanji que ça parce que ce sont des ressources qui sont destinées aux débutants et du coup, c'est volontairement assez pauvre en kanji. Et quand vous plongez dans du vrai japonais, tout d'un coup, vous avez une quantité de kanji qui n'a rien à voir avec ce que vous avez été habitué. Et pour moi, ça a été très difficile. En fait, j'arrivais pas du tout à les lire, à les différencier entre eux, je les confondais. Et du coup, j'ai suivi le conseil à l'époque de Mad vs Japan qui disait de faire un deck qui s'appelle RRTK, qui est Recognized Remembering the Kanji, qui est en fait la méthode Remembering the Kanji, et qui était déjà un petit peu adaptée à la sauce immersion à l'époque où j'avais suivi, c'est-à-dire que déjà, il n'y avait pas tous les kanji, il n'y avait pas tous les 2000 du Kanji, il y en avait seulement 1000, donc voilà, il avait été coupé de moitié, et s'était concentré non pas sur savoir les écrire, mais seulement savoir les reconnaître. Donc ça facilitait déjà le travail, et en fait la méthode, c'était conseillé de la faire en 3 mois. Donc 3 mois pour faire les 1000 kanji, c'était assez intensif, et pour être honnête, c'était la partie majeure de mon apprentissage du japonais à l'époque. Je faisais plus de 1 heure ou 1h30 de Anki tous les jours à essayer d'apprendre ces kanji. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que je conseille, et même à l'heure actuelle, en fait, Mad vs Japan est revenu un petit peu sur ce conseil qu'il donnait à l'époque, et avec le recul, pareil, il dit que c'est pas forcément la meilleure approche à l'heure actuelle selon lui, et selon moi, il a raison à l'heure actuelle. C'est-à-dire pour l'avoir fait, alors est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est la méthode la plus efficace? Je ne pense pas. Je pense que en fait, c'est un petit peu overkill de voir même 1000 kanji. À l'heure actuelle, je recommanderais en fait de faire une méthode où on se concentre dans un premier temps d'essayer d'apprendre les kanji à travers le vocabulaire, et que si vraiment ça ne passe pas, éventuellement faire le RRTK, mais cette fois-ci non pas de Mad vs Japan, mais de The Moe Way, qui est réduit à 450 kanji. Alors pourquoi est-ce que c'est réduit à 450 kanji? C'est parce que en fait le but de RRTK, le but d'essayer de comme ça analyser les kanji, c'est pas d'apprendre tous les kanji, mais c'est de comprendre comment les kanji fonctionnent, de comprendre les clés qui sont les plus utilisées pour pouvoir en fait faciliter votre apprentissage naturel derrière avec le vocabulaire. Si ça vous intéresse, je vous laisse une vidéo sur comment apprendre les kanji dans les notes de ce podcast où j'en rentre un petit peu plus en détail sur la méthode précise que je recommande à ce niveau-là. Mais voilà, c'est juste pour dire que les kanji, moi, ça a été une grosse difficulté pour moi et que ça peut être le cas de certaines personnes. Si c'est le cas pour vous, je vous conseille ma vidéo sur comment apprendre les kanji où je rentre plus en détail sur cette méthode. Comment j'ai surmonté ça, j'ai tout simplement fait un deck spécialisé pour apprendre les kanji qui étaient RRTK et ça m'a quand même débloqué. Donc voilà, si jamais les kanji c'est une grosse difficulté pour vous, sachez que c'est le cas pour énormément d'étudiants et qu'il y a des solutions.
mais que, in fine, la solution, moi, qui m'a le plus aidé, maintenant que je prends le recul sur mes plus de 3 ans d'apprentissage japonais, quasiment 4 ans d'apprentissage japonais, c'est que les kanji, c'est toujours difficile, et que, en fait, plus vous en faites, et plus ça devient facile, et c'est juste que ça demande énormément de temps. Il ne faut pas trop se frustrer à cause des kanji, et que, même, je dirais que vous pouvez les apprendre un petit peu dans un second temps, c'est-à-dire qu'il faut les voir dès le départ, mais ne paniquez pas si vous les maîtrisez pas rapidement, c'est normal, c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur faire beaucoup d'immersion, sur apprendre beaucoup de japonais. Et en fait, apprendre les kanji sera plus simple une fois que vous avez déjà pas mal de bases en japonais. La difficulté, moi, que j'ai eue, c'est qu'en fait, j'ai voulu apprendre les kanji avant d'avoir des bases solides en japonais parce que je pensais que les kanji, c'était la solution pour parler japonais. Ce n'est pas le cas. En fait, maintenant, j'estime que les kanji, ça devrait venir peut-être dans un second temps. Alors, attention, quand je dis dans un second temps, je pense qu'il faut apprendre le japonais avec les kanji, mais je pense qu'il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas apprendre les kanji pour apprendre le japonais. Et ça, c'est quoi la conséquence majeure? C'est que je me concentrerai dans un premier temps sur apprendre notamment les mots de vocabulaire à travers de l'immersion et à travers de l'audio, et mettre les kanji un petit peu dans le second plan. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile en fait d'associer un kanji à un mot que vous connaissez déjà que apprendre à la fois en kanji et un nouveau mot d'un coup. Voilà, les kanji, très grosse difficulté. Si c'est le cas pour vous, deux solutions. Soit vous êtes encore trop tôt dans votre apprentissage du japonais et du coup, je vous conseille juste de continuer votre apprentissage du japonais et de voir ce que ça donne. Soit c'est parce que vous avez du mal vraiment avec les kanji eux-mêmes et là, vous pouvez passer par ARTK. Dans tous les cas, je vous recommande la vidéo sur comment apprendre les kanji qui rentre un petit peu plus en détail sur la méthode que je recommande. Puis à partir de là, les autres difficultés que j'ai eues, c'était principalement concernant l'immersion en soi. Baisse de motivation, arrêt d'apprentissage, tout ça, ce sera le sujet du prochain épisode de Hinome. Tchuss!